sois douce. Je te promets la clé, mais c'est comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Il y a des légendes qui semblent immortelles. Johnny Hallyday, silhouette de cuir noir et voix de braise, fut plus qu'un chanteur. Il incarna l'explosion du rock en France, la fièvre d'une génération entière, l'ivresse de stades en délire. Pendant plus de 50 ans, il fut l'idole des jeunes, le rebelle qui transformait chaque concert en un rituel païen où des milliers de corps vibraient à l'unisson. Mais derrière ce vacarme, derrière la fureur des guitares et les lumières aveuglantes, se cachait un homme plus complexe, plus ombrageux, qui n'oubliait jamais une blessure. À 73 ans, alors que son destin semblait gravé dans le marbre de l'éternité, Johnny surprit en révélant une vérité qu'on n'attendait pas de lui. L'icône, adulé par des millions, ce n'était pas un homme sans rancune. Car oui, même le mythe portait en lui des colères secrètes. Derrière le sourire offert à ses fans, il y avait des visages qu'il ne supportait plus, des noms qu'il ne voulait même plus entendre. Des artistes qu'il avait côtoyés, parfois admirés, parfois appelés frères, mais qui étaient devenus au fil des ans des ombres douloureuses. Cette confession résonna comme un coup de tonnerre. Dans un pays qu'il avait hissé au rang de demi-dieu, Johnny osa montrer sa part la plus humaine, celle d'un homme fier, hypersensible, incapable de pardonner quand il se sentait trahi. Pour lui, l'amitié était sacrée, la loyauté inviolable. Quiconque franchissait la ligne rouge voyait aussitôt la porte se fermer, définitivement. Les rancunes, chez lui, ne s'effaçaient jamais. Elles se gravaient dans la chair comme des cicatrices invisibles. Alors, qui étaient ces artistes que Johnny ne pouvait pas voir en peinture? Ce ne furent pas des inconnus, ni des adversaires faciles à ignorer, mais bien des figures centrales de la scène française. Michel Sardou, compagnon devenu adversaire après une plaisanterie de trop. Eddie Mitchell, le frère d'armes dont l'ironie blessait autant qu'elle amusait. Claude François, l'éternel rival des années 60, miroir agaçant d'une autre forme de perfection. Françoise Hardy, muse glaciale dont la distance résonnait pour Johnny comme un mépris insupportable. Serge Gainsbourg, l'ombre provocatrice, cynique, à l'opposé de son instinct viscéral. Et Jacques Dutronc, complice de toujours mais moqueur impénite, dont la légèreté piquante heurtait souvent l'orgueil de l'idole. Sinon, 6 histoires où l'amitié se mêle à la trahison, où la rivalité nourrit la rancune, où l'orgueil ne pardonne pas. Derrière chacun d'eux, une blessure jamais refermée, un mot de trop, un geste mal interprété, une ironie qui se transforma en rupture. À travers cette liste, Johnny ne réglait pas des comptes, il dévoilait sa vérité. Une vérité âpre, parfois cruelle, mais profondément sincère. Et c'est là tout le paradoxe de l'homme, plus grand que nature, mais vulnérable comme un enfant. Ses colères faisaient partie de sa légende, autant que ses refrains hurlés dans les stades. Car Johnny vivait tout à l'excès. L'amour comme la haine, l'amitié comme la trahison. Ces inimitiés n'étaient pas des caprices, mais des déchirures profondes, nourries par la passion même qui le consumait sur scène. Alors, en évoquant ces noms honnis, Johnny nous offrait une autre lecture de sa vie. Derrière l'idole flamboyante se révélait l'homme blessé. Derrière le rocker invincible apparaissait l'ami déçu. Et si, paradoxalement, ces fractures nourrissaient aussi le feu sacré qui faisait de lui une légende? Voici l'histoire des 6 artistes que Johnny Hallyday ne pouvait pas voir en peinture. Et pour commencer, ouvrons ce chapitre par le numéro 6, Michel Sardou. Ils étaient faits pour s'entendre. Johnny Hallyday et Michel Sardou, 2 voix tonitruantes, 2 caractères forgés dans l'acier des années 60 et 70, 2 monuments que la France plaçait au sommet de son panthéon musical. Longtemps, on les vit complices. Ils partageaient les plateaux télévisés, riaient ensemble dans les coulisses, se retrouvaient dans les dîners où ils semblaient frères d'armes. Sur scène, il arrivait que leurs univers se croisent, le rock incandescent de Johnny rencontrant les refrains vibrants de Sardou. Le public, fasciné, savourait cette alliance improbable entre la bête de scène et le tribun de la chanson. Mais derrière les sourires et les accolades, les fissures existaient déjà. La presse adorait les confronter, dresser des parallèles comme si l'un devait forcément surpasser l'autre, le rocker des foules contre le moraliste des estrades. Ces comparaisons flatteuses étaient des poisons subtils. Johnny, hypersensible, détestait être opposé à son ami, comme si la gloire de l'un devait éclipser celle de l'autre. Sardou, lui, avec son franc-parler parfois cruel, n'hésitait pas à lancer des piques. Sous couvert d'humour, ses mots atteignaient souvent leur cible. La scène décisive survint au milieu des années 80. En plein concert,
Sardou lança une plaisanterie qui toucha Johnny en plein cœur. La phrase, reprise et amplifiée par les journaux, fut reçue comme une véritable trahison. Pour Hallyday, ce n'était pas un simple mot malheureux. C'était un frère qui avait franchi une ligne rouge. L'explosion fut immédiate. Johnny, furieux, quitta la salle. La rupture devint irréversible. Dès lors, leurs chemins se séparèrent. Les sourires complices laissèrent place à des silences glacials. Dans les galas, on les voyait s'éviter. Sur les plateaux, la poignée de main devenait mécanique, vidée de chaleur. Pour Johnny, Sardou avait brisé le pacte sacré. On ne ridiculise pas un frère d'armes. Le paradoxe fascinait pourtant le public. La France adorait ce duel silencieux. D'un côté, Johnny, incarnation du feu, de la révolte, des excès flamboyants. De l'autre, Sardou, voix grave, texte qui divisait mais imposait le respect. Les fans se passionnaient pour cette opposition, choisissant leur camp comme on choisit un drapeau. Mais pour Johnny, ce n'était pas un spectacle. C'était une amitié détruite, un goût amer qui ne l'a jamais quitté. Dans ses confidences tardives, il laissa échapper un soupir lourd de rancune. Avec Michel, ça aurait pu durer, mais il a fallu qu'il parle. Derrière ces mots, on entendait l'écho d'une douleur qui, malgré les années, ne s'était jamais vraiment effacée. Après l'explosion, il ne resta que des débris. Entre Johnny Hallyday et Michel Sardou, l'amitié qui avait traversé les années 70 se réduisit à une suite de regards froids et de silences pesants. Ce qui les avait rapprochés la passion de la scène, la complicité des débuts devint le terreau d'un éloignement brutal. Car Johnny, lorsqu'il se sentait blessé, n'oubliait jamais. Dans son cœur écorché, la plaie ouverte par Sardou ne cicatrisa pas. Les années suivantes, la presse s'amusa à scruter chaque geste, chaque regard. Dans les cérémonies, les caméras traquaient leurs attitudes. Sardou, distant, Johnny, flamboyant mais évitant soigneusement tout contact, cette mise en scène involontaire alimentait la rumeur d'une guerre froide entre deux géants. Et pourtant, dans l'ombre, subsistait une forme de respect. Johnny reconnaissait, malgré tout le talent d'écriture de Sardou, sa capacité à cristalliser les débats de société dans des refrains devenus intemporels. Sardou, lui, ne pouvait nier la puissance scénique de Johnny, ce magnétisme animal qui transformait chaque concert en événement national. Mais ses admirations tacites ne suffirent jamais à réparer la fracture. Dans ces dernières années, Johnny parlait de Sardou, non pas comme d'un ennemi, mais comme d'une immense déception. L'homme qu'il avait un jour appelé frère avait franchi, selon lui, une limite qu'on ne franchit pas. Et cette limite, Johnny ne l'effaça jamais. À ceux qui l'interrogeaient, il haussait les épaules avec un sourire amer. Michel, c'est fini depuis longtemps. Ainsi, Michel Sardou entra dans cette liste singulière, celle des artistes que Johnny ne pouvait pas voir en peinture, non pas par jalousie, mais par blessure. Non pas par rivalité musicale, mais par orgueil meurtri. Une amitié perdue, transformée en rancune, tenace que le temps n'a jamais apaisée. Parmi toutes les amitiés de Johnny Hallyday, celle avec Eddie Mitchell semblait la plus solide, presque indestructible. Ils se connaissaient depuis l'adolescence, quand Eddie s'appelait encore Claude Moine et chantait avec les Chaussettes Noires, tandis que Johnny devenait déjà l'idole des bals populaires. Tous deux, enfants de la banlieue parisienne, nourris au rock américain, partageaient la même fascination pour Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard. Dans les cafés enfumés et les salles de répétition, ils rêvaient ensemble de secouer la France au son des guitares saturées. Cette fraternité née dans la jeunesse ne fit que se renforcer au fil des décennies. Les années 60 et 70 les voyaient souvent côte à côte, que ce soit à la télévision, en tournée ou dans des soirées privées où ils refaisaient le monde en riant fort. Eddie était l'ami avec lequel Johnny pouvait être lui-même, loin du tumulte médiatique. Ensemble, ils formaient un duo improbable. Johnny, volcan indomptable, bête de scène incontrôlable. Eddie, crooner élégant, voix de velours et culture musicale impressionnante. Leur amitié culmina avec l'aventure des Vieilles Canailles en compagnie de Jacques Dutronc, trois légendes réunies pour célébrer la musique et l'amitié. Sur scène, Johnny et Eddie se lançaient des sourires complices comme deux adolescents revenus à leur premier rêve. Aux yeux du public, c'était l'image parfaite, celle de deux frères liés par le rock et par une histoire commune traversant plus d'un demi-siècle. Et pourtant, derrière cette image idyllique, des tensions invisibles couvaient.
Car si Johnny était un homme d'instinct, fougueux et excessif, Eddie incarnait la réflexion, l'ironie, parfois même la moquerie. Cette différence de tempérament finit par créer des fissures. Eddie, avec son humour pince sans rire, se permettait souvent des plaisanteries sur Johnny, ses excès, ses mariages multiples, son goût du spectaculaire. Le public riait, mais Johnny, derrière ses lunettes noires, encaissait mal. Il détestait être réduit à une caricature. Pour lui, l'amitié ne devait jamais se confondre avec la dérision. Peu à peu, l'image du duo indestructible se fissura. Ils restaient amis, certes, mais une ombre s'installait. Johnny, fidèle à sa mémoire des blessures, ne les oubliait pas. Derrière la fraternité affichée, la douleur s'accumulait. Les vieilles canailles en furent l'exemple éclatant. Sur scène, l'osmose paraissait parfaite, mais en coulisses, l'équilibre des égos relevait de la funambule. Chacun voulait briller, chacun voulait son moment, et Johnny, incapable de tolérer l'ombre, cherchait toujours à reprendre la lumière. Eddie observait ce comportement avec un mélange d'amusement et d'agacement. Dans une interview, il lâcha un jour, mi-sérieux mi-ironique, « Johnny, c'est un extraterrestre, mais parfois, il oublie que les autres existent. » La phrase, reprise partout, blessa profondément Johnny. Il n'acceptait pas qu'un ami souligne ses excès en public, comme l'aurait fait un critique. Pour lui, Eddie franchissait une frontière invisible. On ne met pas en doute la loyauté d'un frère devant les caméras. Les divergences artistiques accentuaient encore la fracture. Eddie se targuait d'une culture musicale impeccable, fidèle aux racines du rock et du blues. Johnny, lui, avançait par instinct, se moquant des puristes. Cette différence devint un jugement implicite, comme si Eddie se voyait le vrai musicien face à un Johnny brut et instinctif. Dans l'orgueil du rocker, ce sous-entendu sonnait comme un mépris. Jamais, cependant, ils ne rompirent complètement. L'amitié avait des racines trop profondes. Mais Johnny, dans ses confidences tardives, ne cachait pas son ambivalence. Eddie, je l'aime, mais il m'a souvent fait mal. Derrière ces mots, on devinait la douleur de celui qui se sentait caricaturé, jugé par l'un des rares hommes qu'il considérait comme un véritable frère d'armes. Ainsi, Eddie Mitchell prit place dans cette liste singulière, non pas par haine pure, mais par rancune mêlée d'amour déçu. L'ami de toujours, à force de pique et d'ironie, était devenu une ombre agaçante dans la mémoire de Johnny. Une ombre dont il ne se débarrassa jamais vraiment. Dans les années 60, la France vibrait au rythme d'une nouvelle génération d'idoles. Deux noms s'imposaient comme les étendards d'une jeunesse en quête de héros, Johnny Hallyday et Claude François. Deux univers différents, deux styles opposés, mais une même ambition, régner sur les cœurs des jeunes. Johnny, c'était la rage du rock, les guitares saturées, la sueur des concerts incandescents. Claude, c'était la précision millimétrée, les chorégraphies impeccables, l'élégance brillante des Claudettes. Dès le départ, la rivalité fut inévitable. Chaque apparition télévisée devenait une comparaison. Chaque nouvelle chanson, un duel. Johnny faisait trembler les murs avec ses riffs électriques. Claude faisait fondre les foules avec ses mélodies populaires. La presse alimentait ce face-à-face comme un feuilleton. Qui était le vrai roi de la jeunesse? En coulisses, la tension était palpable. Johnny, spontané, instinctif, voyait en Claude un perfectionniste froid, obsédé par le détail au point d'en devenir maniaque. Claude, lui, considérait Johnny comme un électron libre, indiscipliné, incapable de la rigueur qu'exigeait, selon lui, le métier. L'admiration réciproque existait, certes, mais mêlée à une irritation permanente. Johnny jalousait parfois la facilité avec laquelle Claude semblait séduire le public avec ses shows réglés au cordeau. Claude, de son côté, enviait l'aura brute de Johnny, ce magnétisme sauvage capable de mettre une salle en feu sans effort apparent. Entre eux, c'était comme deux forces électriques prêtes à s'entrechoquer, attirées, mais incapables de coexister. Les anecdotes abondent. On raconte que dans certaines loges, leurs échanges se résumaient à des politesses glaciales. Johnny, en cuir noir, lançait des regards brûlants. Claude, en costume scintillant, répondait par un sourire figé. Deux mondes se jaugeaient, sans jamais se rejoindre. Et la presse, avide de drame, se délectait de cette rivalité, la transformant en mythe. Mais ce qui rendait la fracture encore plus douloureuse, c'était l'intrusion de la sphère privée. Leur vie sentimentale se croisait parfois, alimentant la jalousie. Claude, séducteur invétéré,
s'aventurait sur un terrain que Johnny considérait comme sacré. La presse amplifiait chaque rumeur, chaque regard, chaque sous-entendu et laissait planer l'idée d'une rivalité amoureuse. Pour Johnny, chaque sourire ironique de Claude devenait une gifle. Pour Claude, chaque explosion de Johnny confirmait son image d'homme incontrôlable. Lorsqu'en 1978, Claude François disparut brutalement, Johnny resta silencieux en public. Officiellement, il salua la mémoire d'un confrère. Mais en privé, il confia à ses proches que leur relation avait toujours été marquée par une incompréhension profonde. Pour lui, Claude représentait tout ce qu'il ne supportait pas. La perfection glaciale, le contrôle absolu, l'obsession de l'image. Ainsi, même des années plus tard, quand Johnny dressa la liste des artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, le nom de Claude François surgit naturellement. Pas seulement comme un rival musical, mais comme un miroir déformant, insupportable à affronter. Claude incarnait cette part de Johnny qu'il refusait de reconnaître. La quête d'amour absolu, la peur de l'oubli, l'obsession d'être à jamais sur le devant de la scène. Deux soleils dans le même ciel, condamnés à se consumer. Pour Johnny, Claude François resta à jamais l'adversaire par excellence, celui qu'il admirait autant qu'il détestait. Celui dont la lumière, trop différente de la sienne, réveillait en lui une colère impossible à apaiser. Au milieu des années 60, la scène musicale française semblait divisée entre deux univers. D'un côté, Johnny Hallyday, la fureur du rock, les concerts enflammés, la passion brute. De l'autre, Françoise Hardy, la muse mélancolique de la vague yéyé, silhouette longiligne, regard voilé et voix fragile, qui hypnotisait les foules. Deux mondes radicalement opposés, presque incompatibles. Dès leur première rencontre, le fossé apparut. Johnny, spontané, chaleureux, habitué aux rires tonitruants et aux accolades de camaraderie, se heurta à la réserve glaciale de Françoise. Elle, polie jusqu'à l'excès, mais distante, ne laissait filtrer aucune émotion. Pour Johnny, qui vivait de passion et d'instinct, ce silence était une provocation. Il avait l'impression de parler à un mur. La presse ne tarda pas à accentuer ce contraste. On aimait les opposés, le rocker instinctif contre la muse cérébrale. Les journalistes demandaient sans cesse à Françoise ce qu'elle pensait du phénomène Hallyday. Ses réponses, souvent évasives, donnaient à Johnny l'impression d'être méprisé. Une phrase, rapportée dans un magazine « Johnny, c'est du bruit », résonna comme une gifle. Peu importe qu'elle l'ait vraiment dit ou non, le mal était fait. De son côté, Françoise supportait mal l'exubérance de Johnny. Elle voyait en lui un géant médiatique, trop populaire, trop bruyant, trop éloigné de sa quête de sincérité et de discrétion. Elle avoua un jour qu'elle évitait les dîners où Johnny apparaissait, incapable de se sentir à l'aise face à son énergie débordante. Ainsi naquit une inimitié silencieuse, faite de méfiance et d'agacement réciproque. Le temps n'apaisa rien. Chaque fois qu'un journaliste évoquait Johnny devant Françoise Hardy, elle éludait, répondant par des phrases sèches, parfois glaciales. Et lorsqu'on posait la même question à Johnny, il haussait les épaules avec un sourire amer. Entre eux, il n'y eut jamais de réconciliation, car il n'y avait jamais eu de véritable amitié à sauver. Cette opposition fascinait le public. Comment deux figures aussi emblématiques pouvaient-elles se détester sans jamais se l'avouer? C'était presque un mythe moderne. Johnny, feu incandescent, donnant tout à son public, se consumant sur scène, face à Françoise, énigme glaciale, se tenant à distance, offrant son art sans jamais se livrer. Deux planètes trop éloignées pour se rencontrer. Dans l'intimité, Johnny confiait parfois que Françoise incarnait pour lui une forme de mépris insupportable. Dans son univers, tout devait être passion, don de soi, sincérité viscérale. Face à lui, Hardy semblait nier la valeur de son art. De son côté, Françoise, dans certains entretiens, laissa entendre qu'elle n'avait jamais compris l'engouement autour de Johnny. Elle le jugeait trop bruyant, trop spectaculaire, presque caricatural. Leur chemin professionnel se croisa rarement, comme si le destin lui-même avait voulu les maintenir séparés. Mais dans les coulisses, leur silence en disait long. Lorsque Johnny croisait Françoise, il se contentait d'un salut poli, un sourire forcé avant de détourner les yeux. Elle, toujours distante, restait absente, sans chercher le moindre rapprochement. Ainsi, quand Johnny révéla la liste des artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, le nom de Françoise Hardy surgit sans surprise. Non pas à cause d'une trahison ouverte, mais parce qu'elle incarnait l'exact opposé de ce qu'il était. Là où il brûlait, elle s'éteignait. Là où il se donnait, elle se retirait.
Leur inimitié n'était pas une guerre ouverte, mais un silence lourd, irrévocable. Pour Johnny, Françoise Hardy resta l'antithèse parfaite de son univers. Et c'est précisément cette froideur, ce refus de partager la même intensité, qui fit d'elle l'une des rares artistes qu'il ne pouvait absolument pas supporter. S'il fallait désigner l'antithèse absolue de Johnny Hallyday, ce serait Serge Gainsbourg. Deux hommes que tout séparait. L'un, corps tendu vers le public, vivant chaque concert comme une bataille, l'autre, silhouette voûtée, cigarette aux lèvres, cultivant l'ambiguïté et l'ironie. Johnny incarnait la passion brute, le feu sacré du rock, la communion charnelle avec la foule. Gainsbourg représentait la provocation intellectuelle, le cynisme raffiné, l'art de scandaliser par une phrase bien placée. Leur rencontre était inévitable, mais elle ne pouvait être qu'explosive. Dès leurs premières apparitions communes, le fossé se creusa. Johnny, homme d'instinct, cherchait la simplicité des mots qui frappent, des riffs qui électrisent. Gainsbourg, esthète torturé, méprisait cette approche qu'il jugeait trop primitive. Dans ses interviews, il ne cachait pas son ironie. Pour lui, Johnny représentait la ferveur populaire dans ce qu'elle avait de plus excessif. Et cette condescendance, Hallyday ne pouvait pas la supporter. Les téléspectateurs se souviennent encore de leur confrontation sur les plateaux. Johnny, direct, généreux, parfois mal à l'aise dans les débats, contrastait avec Gainsbourg, maître des répliques assassines, distillant ses mots comme des flèches empoisonnées. Pour Johnny, chaque remarque ressemblait à une gifle, une manière de nier tout ce qu'il avait bâti avec sa sueur et son sang. Le fossé se creusa davantage lorsqu'un jour, fidèle à sa réputation, Gainsbourg déclara à demi-mot que le rock français n'était qu'une pâle copie, visant implicitement Johnny. Pour l'idole des jeunes, c'était un affront public, un dénigrement de toute une vie consacrée à donner au rock une place en France. Il n'y eut pas d'explosion ouverte, pas de clash retentissant, mais un rejet profond, irréversible. Dès lors, Johnny évita systématiquement Serge. Dans ses confidences tardives, il parlait de lui avec une froideur glaciale. Lui et moi, on ne parlait pas le même langage. En réalité, il n'y avait rien à dire, sinon un mépris réciproque. Deux pôles contraires voués à ne jamais se comprendre. Leur opposition fascinait parce qu'elle paraissait presque théâtrale. Johnny, généreux, corps offert au public, brûlant chaque instant. Gainsbourg, voûté, désabusé, crachant des mots comme des vérités insoutenables. Leur simple présence dans une même pièce créait une tension palpable, comme deux aimants inversés. On raconte qu'un soir, lors d'une émission, Johnny, excédé par une remarque perfide, se leva presque pour quitter le plateau. Ce geste discret, mais lourd de sens, résumait leur relation. L'un refusait la provocation gratuite, l'autre en faisait son art de vivre. Au-delà des caractères, c'était leur vision de la musique qui les opposait. Johnny croyait à l'impact immédiat du rock, une énergie brute qui soulevait les foules. Gainsbourg, lui, voulait provoquer l'inconfort, jouer avec l'interdit, déconstruire. Pour lui, Johnny incarnait l'excès populaire sans raffinement. Pour Johnny, Serge n'était que mépris et arrogance. Aucune réconciliation ne vint jamais. Pas de rapprochement, pas de tentative d'apaisement. Johnny, pourtant généreux avec ses pairs, ne pardonna jamais ce qu'il considérait comme une arrogance constante. Dans un soupir, il résuma un jour « Serge, ce n'était pas mon monde et je n'avais pas envie d'y entrer. » Ainsi, Serge Gainsbourg prit place en bonne position dans cette liste noire. Non pas pour une trahison personnelle, mais parce qu'il incarnait tout ce que Johnny rejetait. Le feu contre la glace, la sincérité contre l'ironie, le cœur à nu contre le cynisme calculé. Deux géants de la chanson française, mais condamnés à s'ignorer. Pour Johnny, Gainsbourg resta à jamais l'homme qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Paradoxalement, parmi les artistes les plus proches de Johnny Hallyday, Jacques Dutronc occupait une place particulière. Avec Eddie Mitchell, il formait ce trio mythique des vieilles canailles, symbole d'une fraternité scénique qui fit vibrer la France entière. Trois légendes, trois complices unis par le rock, le temps et l'ironie. Pour le public, c'était l'image parfaite. Johnny, Eddie et Jacques riaient ensemble, partageaient la scène, semblaient inséparables. Mais derrière la complicité affichée, des tensions, souvent étouffées par l'humour, finirent par peser lourd sur Johnny. Dutronc, avec son esprit mordant, son humour pince sans rire, aimait railler. Il en faisait son arme, sa marque de fabrique. Sur scène ou en coulisses, il n'hésitait pas à lancer des blagues caustiques sur Johnny. Ses excès, ses mariages, ses dettes,
son goût du spectaculaire. Le public riait, Eddie aussi. Johnny, lui, riait parfois en façade, mais à l'intérieur, il encaissait mal, car pour l'idole des jeunes, la moquerie publique, même amicale, franchissait une limite. Les répétitions des vieilles canailles furent marquées par ces petites piques. Dutronc, ironique, se plaisait à tourner Johnny en dérision, comme pour rappeler qu'il n'était pas dupe du mythe. Johnny, hypersensible, le vivait comme une humiliation. Là où Dutronc voyait une plaisanterie, Johnny ressentait une blessure. Derrière ses lunettes noires et ses sourires, il accumulait une rancune silencieuse. Un jour, lors d'une interview promotionnelle, Dutronc lâcha cette phrase restée célèbre: « Johnny, c'est un volcan, mais un volcan qu'on connaît par cœur. » Dit avec son ironie habituelle, cela ressemblait à une boutade. Mais Johnny y vit une remise en question de sa légende, comme si son ami le réduisait à une caricature. Le contraste entre eux était flagrant. Johnny, toujours excessif, vivant chaque concert comme un combat pour la vie, brûlant ses cordes vocales jusqu'à l'épuisement. Dutronc, détaché, presque nonchalant, préférant la distance et l'ironie à la passion brute. Deux attitudes opposées face à la scène, l'un se consumait, l'autre s'en amusait. Pour Johnny, cette désinvolture ressemblait à du mépris. Et pourtant, l'amitié subsistait, bancale, pleine de contradictions. Johnny reconnaissait le talent immense de Dutronc, son intelligence, sa plume. Dutronc, de son côté, admirait la puissance scénique de Johnny. Mais entre eux, l'équilibre restait fragile. Johnny avait besoin de respect et de loyauté totale, là où Dutronc se plaisait à tout tourner en dérision. Dans ses confidences, Johnny évoqua parfois Jacques avec une certaine amertume. Avec lui, je ne savais jamais si c'était de l'amitié ou de la moquerie. Ça aussi, cette phrase résume tout. Dutronc fut à la fois un frère et une écharde, un compagnon de route incontournable, mais aussi une source d'agacement permanent. C'est pourquoi, malgré leur complicité scénique, Dutronc finit par entrer dans cette liste noire. Non pas parce qu'il avait trahi Johnny, mais parce que son humour, ses piques, son ironie incessante blessaient l'homme derrière la légende. Pour Johnny, qui vivait tout avec une intensité extrême, la dérision répétée devenait insupportable. Ainsi, Jacques Dutronc occupe la première place de cette liste singulière. L'ami trop moqueur, le complice trop ironique, celui qui, à force de plaisanter, finit par franchir la frontière invisible de l'orgueil de Johnny. Une relation faite de fraternité et de blessures, qui illustre mieux que tout autre la complexité d'un homme partagé entre besoin d'amour et peur du mépris. Au terme de ce voyage, à travers les zones d'ombre de Johnny Hallyday, une évidence s'impose. Derrière la légende flamboyante se cachait un homme de chair et de sang, sensible jusqu'à la démesure, orgueilleux jusqu'à l'excès. Johnny, l'icône que des générations ont vénéré, n'était pas qu'un mythe infaillible. Il était aussi un être blessé, habité par ses rancunes, incapable d'oublier une trahison, réelle ou supposée. Michel Sardou, Eddie Mitchell, Claude François, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, 6 noms, 6 visages qui révèlent la complexité d'un homme. Certains furent des amis transformés en adversaires, d'autres des rivaux transformés en obsessions. Tous ont laissé dans le cœur de Johnny une cicatrice invisible, un souvenir douloureux qui persistait malgré le temps. Pour le public, ces inimitiés pouvaient sembler anecdotiques, presque divertissantes. Pour Johnny, elles étaient au contraire le reflet d'une blessure intime. Car Johnny vivait tout dans l'excès. L'amitié comme l'amour, l'admiration comme la rancune. Quand il donnait tout. Quand il aimait, il se livrait entièrement. Mais quand il se sentait trahi, la porte se refermait à jamais. Il ne savait ni relativiser, ni pardonner. Ses rancunes faisaient partie intégrante de lui, comme les tatouages sur sa peau, comme les cicatrices de ses excès. Et pourtant, paradoxalement, ce sont aussi ces blessures qui ont nourri sa légende. Elles l'ont rendu plus humain, plus fragile, plus vrai. Derrière le cuir noir et les harlées rugissantes, il y avait un cœur d'enfant blessé. Derrière l'icône virile, il y avait un homme qui doutait, qui souffrait, qui se défendait comme il pouvait contre la peur d'être ridiculisé ou méprisé. Ces inimitiés ne sont pas des caprices d'artistes. Elles disent quelque chose de plus profond, la solitude des géants. Quand on est au sommet, chaque mot pèse, chaque geste compte. Un sourire ironique, une phrase lâchée à la légère peut devenir une trahison. Johnny, hypersensible, vivait cela comme des coups de couteau.
Et cette hypersensibilité, qui pouvait sembler une faiblesse, était en réalité la source même de sa puissance scénique. Aujourd'hui encore, le nom de Johnny Hallyday évoque une flamme. On fredonne ses chansons, on se souvient de ses shows démesurés, on revoit son ombre immense se découper dans la lumière des projecteurs. Mais derrière l'idole, il reste aussi l'homme, avec ses colères, ses rancunes et ses blessures. Sardou, Mitchell, François, Hardy, Gainsbourg, Dutronc, tous à leur manière ont façonné ce Johnny secret, celui que le public n'a découvert que tardivement. Et est-ce là la vraie leçon? Les légendes ne sont pas faites de perfection, mais de contradictions. Johnny n'aurait sans doute pas été Johnny sans ses excès, sans ses combats, sans ses rancunes. Elle faisait partie de lui autant que sa voix ou son énergie. À 73 ans, quand il brisa le silence pour révéler ses noms, ce n'était pas un règlement de compte. C'était une confession. Le cri d'un homme qui, derrière la statue, restait profondément humain. Un homme qui, jusqu'au bout, porta en lui ses blessures comme ses triomphes. Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, l'homme aux colères éternelles et aux amitiés brisées, demeure aujourd'hui plus vivant que jamais dans la mémoire collective. Ses rancunes, loin de ternir sa légende, en sont le revers nécessaire, car derrière chaque étoile qui brille, il y a des zones d'ombre. Et c'est dans ce clair-obscur que naissent les mythes.